Iceberg Slim, Pimp, Mémoire d'un maquereau. Chapitre 6. Enquête de Filon. Le métro aérien avait fait trembler la chambre comme un tonnerre une bonne demi-douzaine de fois. L'aube s'était levée dans un ciel barbouillé de nuages, et des traînées de lumière grise s'infiltraient à travers le store défraîchi. Elle était étendue dans mes bras. Je voyais quelques taches de sang séché sous son menton, et je sentais contre ma poitrine ses battements précipités, comme le cœur d'un chat sauvage face à une meute de chiens. Au dehors, j'entendis les sabots d'un cheval cliqueter sur le pavé. C'était un marchand ambulant qui vendait des pains de glace. Les roues de sa charrette grinçaient au rythme de ses appels. Pain de glace, chantonnait-il. Un pain de 100 pour 20 cents, 50 pour 10. Gardez les pastèques et les côtelettes au frais, et invitez donc ce bon vieux Joe à manger un plat de tripes si le cœur vous en dit. Demandez mes pains de glace. Même le marchand de glace meurt de faim dans ce quartier, pensai-je. Il faut absolument que je déménage là-bas. Si Preston dit vrai, on doit se faire des fortunes dans sa rue. C'est là qu'elle doit tapiner, là où se trouve le fric. Quand je lui donne mes instructions, il faut que j'ai l'air à l'aise et sûr de moi. Surtout ne pas faire d'erreur, ne pas lui laisser deviner que je suis encore un débutant. Je dois me souvenir exactement de ce que disaient les macs de la prison quand on met une fille sur le trottoir. Phyllis, ton petit chéri est allé repérer les rues où tu vas travailler. Crois-moi, c'est un vrai parcours du combattant. Avec une autre fille que toi, je n'insisterai même pas. Elle ne serait pas capable de me ramener du fric dans un quartier pareil. Mais toi, c'est différent. J'ai confiance. Je sais que tu ne te laisseras jamais avoir, ni par un mec, ni par une autre pute. Je suis prêt à jurer devant le Sénat que tu serais bien trop occupé à ramasser du fric pour avoir le temps d'écouter les conneries qu'on pourrait te dire. J'ai raison, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas surestimé, j'espère. Mon chéri, je suis une grande fille maintenant, répondit-elle. Aucun de ces salopards, même le plus marle, n'arrivera jamais à m'emmener avec lui. Je te... Tu sais quoi, et c'est pour toujours. Tout ce que je veux, mon grand, c'est être ton petit chien obéissant et te rapporter 1 million de dollars. Et quand on sera riche, peut-être que tu seras d'accord pour que Gay, ma fille, vienne vivre avec nous. Elle n'a que 2 ans. Elle est tellement mignonne, tu sais, tellement affectueuse. Tu en deviendrais dingue. C'est ma tante de Saint-Louis qui s'en occupe pour l'instant. Pour un Mac, je m'y prends vraiment comme un con. Ça fait une semaine que je suis avec elle et je tombe des nues. Je n'avais jamais entendu parler de cette histoire de lardon. Pire que tout, je n'ai jamais pensé à la cuisiner à fond. Je ne sais rien d'elle. En prison, on m'a pourtant dit que c'était la chose à faire, mais j'ai oublié. Je me suis contenté de ce que m'a raconté le barman PD. En tôle, les Macs avaient dit la chose la plus importante à savoir, c'est comment une fille fonctionne, ce qui la fait marcher, et pourquoi. Il faut lui éplucher la cervelle, savoir par exemple qui était le premier mec qui l'a baisé, son père ou un autre, lui faire raconter toute sa vie. Si elle peut se rappeler ce qui se passait dans le ventre de sa mère, c'est tant mieux. Ensuite, tu rassembles tous les morceaux. À ce moment-là, tu arriveras peut-être à savoir si elle va rester avec toi 2 jours ou 2 ans. N'essaie jamais de jouer à l'aveuglette. S'il le faut, cuisine-la jusqu'à la rendre dingue. Réveille-la en plein sommeil et compare ses réponses avec ce qu'elle t'a déjà dit. Pour le fric, t'as raison. C'est toi et moi contre le monde entier. Avec moi, tu vas devenir une star, on sera plein aux as. Bébé, il va falloir que tu te défonces le cul dans cette rue où je vais t'installer. Et dès qu'on aura ramassé un gros paquet, tu iras chercher ta môme. Pour l'instant, oublie-la en attendant qu'on ait les poches pleines. La seule chose que tu dois avoir en tête, c'est racoler le micheton. Alors maintenant, écoute-moi bien. Je veux que tu bosses uniquement dans la rue. N'entre pas dans les bars. Ne bois pas. Ne fume pas d'herbe. Ne prends rien pendant que tu travailles. Tu dois garder l'esprit clair et vif, sinon tu risques ta vie. Et, ce qui est presque aussi grave, mon fric. Crois-moi, ce que je te raconte, c'est pas pour te bourrer le mou. Je veux que tu te souviennes de tout ce qui se passera pendant tes heures de boulot. Il me faut un rapport complet chaque jour après le travail. Demain, tu peux rencontrer un revendeur qui va te proposer une affaire comme ce soir et qui te piquera tout ton fric. Si un demi-sel essaye de te baratiner, ne le regarde même pas. Et si je te vois parler avec une gouine, tu prends mon pied au cul. Racole des blancs. Avec les noirs, on n'a que des ennuis. Ils cherchent tous à se marier. Tu es noire et belle. Personne ne pourra te résister. Les michetons veulent du sexe et ils ont le fric. Demande-leur 100 $ et prends-en 10. On peut toujours faire baisser les prix. On ne peut pas les faire monter. Ne va jamais chez quelqu'un. S'il y en a un qui te donne 20 $ ou plus, tu l'emmènes au Martin, à côté de là où on va déménager. Chaque fois que c'est possible, occupe-toi des clients dans leur voiture, fais ça vite, et demande-leur un supplément si tu passes plus de temps que prévu. Tu t'appelles Mary Jones.
J'ai suffisamment de liquide pour te faire sortir très vite si tu te fais embarquer. Tu n'es pas une voleuse, je n'ai pas besoin d'avocat ou de quelqu'un pour payer la caution. Tu n'as pas de casier. Si tu repères une fille jeune, pute ou pas, essaie de sympathiser. Sois gentil avec elle, fais-lui un beau portrait de moi. Dis-lui combien je suis intelligent, adorable et tout ça. Mais toi, ne te laisse pas faire la même chose par une autre fille. Notre petite famille a besoin d'autres putes, mais ne me ramène pas de junkie. Tu as bien compris tout ce que je t'ai dit? Oui, chérie, tout est clair. S'il se passe quelque chose que je ne comprends pas, tu pourras toujours m'expliquer. Je suis vraiment fier de toi, mon chéri, tu es fort, et tu as quelque chose dans la tête. Avec toi, je me sens tranquille. Je vais devenir une star pour te faire plaisir. En fait, je lui avais dit tout ce que je savais. C'était le b.a-ba du Mac. Ce que 90% d'entre eux savaient qu'il faut dire à une pute. Pour se protéger dans un quartier aussi difficile, elle aurait besoin de recevoir chaque jour de nouvelles instructions, aussi longtemps qu'elle travaillerait pour moi. Comment pouvais-je prévoir les milliers de pièges qui l'attendaient? Tout ce que je savais, je l'avais appris en prison de la bouche d'honnêtes macs de province. Mais aucun d'entre eux n'avait ce qu'il faut dans le ventre, ni assez d'intelligence pour suivre le train d'enfer de la grande ville. La demi-portion et moi, c'était vraiment l'aveugle guidant un autre aveugle. J'étais épuisé. Il fallait que je sois frais et dispo pour nos débuts. On va dormir maintenant, ma mignonne. Demain, on a une folle nuit qui nous attend. Ah, au fait, j'avais oublié. Un connard a piqué tes bijoux dans la bagnole. Mais ne t'en fais pas. Avec ce que t'as à vendre, j'aurai bientôt assez de fric pour t'en acheter des vrais. C'est notre dernier jour dans ce taudis. J'ai loué une chouette petite piole dans le centre. Dors bien, ma petite chatte. D'accord, mon chéri, je vais dormir. Je me demande comment va Gay. Quand je me réveillai, j'eus l'impression que la demi-portion m'avait badigeonné d'huile bouillante. Je baignais dans une sueur brûlante. Mon cœur cognait contre ma poitrine comme la boule d'un démolisseur. Le petit rigolo qui se fait passer pour Dieu avait réussi à m'embobiner une fois de plus. J'avais de nouveau fouetté ma pauvre maman. Les grands yeux terrants de la demi-portion touchaient presque les miens. En voyant l'entaille de son sourcil, on aurait dit qu'une deuxième chatte lui avait poussé au-dessus de l'œil. Mon chéri, ça va? C'est moi, Phyllis, ton bébé. Quelle saloperie de cauchemar. Tu rêvais que t'avais des flics au cul ou quoi? Non, bébé. En fait, c'était toi qui avais des ennuis. Tu avais fait une bêtise. Tu avais accepté de monter dans la Cadillac d'un Mac noir. C'était un cinglé, une vraie brute. Il essayait de te trancher la gorge, mais j'arrivais juste à temps pour te sauver la mise. Les rêves sont souvent prémonitoires. Alors surtout, ne monte jamais dans la Cadillac d'un Mac. Chérie, ce que je cherche dans les Cadillacs, c'est les michetons blancs. Dans ces bagnoles-là, on peut se faire du fric. Crois-moi, il n'est pas né le nègre qui arrivera à m'emmerder. Je ne suis pas du genre à me laisser avoir. J'espère que tu vas pas te fâcher contre moi à cause d'un rêve. Crois-moi, mon chéri, je ne ferai pas de conneries. Il était 5h25. À 7h, nous étions installés au Blue Haven. La piole plaisait bien à la demi-portion. Elle avait commencé par décrocher le téléphone pour voir s'il fonctionnait. T'auras qu'à dire au micheton de t'appeler ici. Elle étala sa peau d'ours par terre et décora l'appartement avec ses lampes et toutes les bricoles qu'elle avait emportées. À part les fausses étoiles, l'endroit ressemblait maintenant à la piole qu'elle habitait quand je l'avais rencontrée. À 8h, elle descendit travailler. Je lui avais dit de rester dans les limites du pâté de maison de l'hôtel pendant 1 ou 2 semaines. J'allais me poster à la fenêtre pour observer ce qui se passait. Au bout de 10 minutes, elle eut un coup de chance. Un micheton blanc, au volant d'une Buick modèle 1936, l'embarqua. Je chronométrais sa performance. Elle était aussi rapide qu'un cheval de course. 9 minutes et 30 secondes plus tard, elle était de retour sur le trottoir. Il ne fallait pas longtemps à une jolie petite noire pour calmer les démangeaisons d'un blanc. Je la regardai ramasser encore 3 clients, puis je pris une douche et me fis aussi beau que possible. Je devais trouver de toute urgence une filière pour acheter des fringues à la hauteur. Je le notais dans un coin de ma tête. J'avais également besoin d'un fournisseur d'herbe et de cocaïne. Je descendis par l'ascenseur et laissai la clé à la réception. J'avais dit à la demi-portion que, à partir de 40 $, elle devait monter planquer le fric au fond de mes Stetson marrons. Je montai dans la Ford et pris la direction du Roost. Au passage, je fis un signe de main à la demi-portion. C'était une sensation fantastique d'avoir une belle et jeune pute qui travaillait pour moi. Après m'être garé en face du Roost, je pris dans la boîte à gants un poudrier de Sunglow et m'en passai un peu sur le visage pour me faire briller la peau et lui donner des reflets bruns. Puis je sortis de la voiture et me dirigeai vers le Roost. Il était 10h30 du soir. Le ciel avait la fraîcheur et l'éclat d'une belle garce. Ce premier soir d'avril avait joué les michetons et lui avait offert un étincelant bracelet d'étoiles en diamant. Une grosse lune bien pleine était tapie là-haut, tel un œil jaune et funeste, braqué sur les macs, les malfrats et les putes, qui cherchaient de leur regard d'aigle une victime ou un client. Je sentais la tendresse brute des premiers vents d'avril agiter les pans de mon pardessus blanc. J'éprouvais dans mon corps l'extase vénéneuse du mac qui naissait en moi. J'avais la sensation d'être beau et puissant. Je suis toujours noir dans un monde de blanc.
Mais même si je ne peux pas franchir la barrière qui nous enferme, je peux réaliser mon rêve. Moi aussi, je deviendrai important. Moi aussi, je serai admiré. C'est simple. Si je me donne le mal de devenir un vrai Mac, je ramasserai une tonne de pognon. Que ce soit dans le monde des Blancs ou celui des Noirs. Tout le monde est ravi de te lécher le cul quand on voit briller le fric sur toi. Le Rousse se trouvait un peu plus loin, au bout d'une rangée d'une demi-douzaine de magasins. Et lui était là, au milieu du trottoir. Je baissai les yeux pour le regarder. Il mesurait une tête de moins que la demi-portion. Il avait l'air d'un bébé noir qui aurait avalé d'horribles pilules. Sa tête avait la taille d'une citrouille géante. Quand il parlait, on aurait dit le cri du type atteint d'une chaude pisse à qui le toubib enfonce une sonde dans le braquemar. Fais-les briller, grand chef. Avec la ligne de chance que t'as, je me couperais bien les mains pour prendre les tiennes. Allez, viens, pour 10 cents, je te les fais briller. Je regardais mes pompes. Elles avaient bien besoin d'un coup de cirage. L'index tordu du nabot m'indiqua une estrade avec 2 fauteuils installés à l'entrée d'une ruelle entre 2 maisons. Au-dessus des sièges, les franges rouges d'un haut vent de toile, en lambeaux, se balançaient sous la brise. Je grimpais sur l'un des fauteuils. D'un geste de la main, le nabot appliqua du cirage sur mes Stetson. Un type maigre qui portait sur le dos pour au moins $500 de fringues vint s'asseoir sur l'autre siège. Il avait du vernis argenté sur les ongles et puait le parfum. Une Duesenberg d'un noir étincelant vint se ranger en face de moi le long du trottoir. La capote était baissée, et mes yeux ne perdirent pas une miette du spectacle. Un type immense était assis sur la banquette arrière. Il tenait sur ses genoux un Oslo qui somnolait, la tête appuyée contre sa poitrine. Le félin portait un collier incrusté de pierres auquel était attachée une chaîne en or. L'homme était entouré de 2 métis au teint clair, des putes à l'allure tapageuse. Les diamants qu'il portait au doigt brillaient à la lumière des réverbères. 3 splendides putes blanches étaient assises à l'avant. On aurait dit le portrait craché de Boris Karloff dans Blackface. Les 5 putes étaient tournées vers lui et l'écoutaient dire quelque chose. Elles le regardaient comme s'il était Dieu en personne, s'apprêtant à leur donner un laissez-passer pour le paradis. « Qui c'est ?» demandai-je. « On voit que tu n'es pas d'ici, répondit le nabot. C'est Sweet Jones, le plus grand Mac noir du monde. Miss Peaches, son Oslo, est la seule femelle à laquelle ils tiennent, ajouta le type maigre. Les autres peuvent crever, il s'en fout. Et les filles que vous voyez là ne représentent que la moitié de son écurie. Même s'ils ont des Macs noirs sur les autres planètes, ce sera toujours lui le meilleur. Il va emmener ses putes boire 1 ou 2 verres au Roost. Il traîne toujours 20 grands formats dans ses poches, mais aucun braqueur ne serait assez dingue pour essayer de les lui piquer. Quand il n'a rien de mieux à faire, il s'amuse à tuer des nègres. » J'avais du mal à croire ce que je voyais. Nous n'étions qu'en 1938. Ces Duesenberg valaient une fortune. Il devait être le seul Mac noir du pays à en posséder une. Rien qu'à le voir avec ses putes somptueuses, j'avais les pupilles au bord de l'éjaculation. C'était à peu près aussi fascinant que, disons, le Christ donnant un bis avec son histoire de petit pain. Le nabot avait fini de faire briller mes pompes. Je lui donnai $1 et restai assis là à contempler Sweet Jones et ses putes qui descendaient de la Duesenberg et s'avançaient vers le Roost. Le félin tacheté l'accompagnait d'une démarche souple et feutrée. Il faut absolument que je le rencontre ce soir. Surtout, faire bien attention de ne pas gâcher mes chances. Le mieux, c'est d'essayer au Roost. Je vais entrer. Je trouverai bien une idée une fois sur place. Je descendis de l'estrade du cireur. Sur mon chemin, je passai devant la pute qui posait tant de problèmes à Poison. Elle était assise à côté d'un type dans une Cadillac rouge, la tête renversée en arrière. Elle vidait une bouteille de gin, le goulot vissé à ses lèvres. En m'approchant du Roost, je vis le vieux Preston qui essayait de faire entrer 2 gogos dans le tripot de son patron. Au moment où je m'apprêtais à franchir la porte du Roost, il roula les yeux et agita le pouce dans ma direction. Il voulait me signaler que Sweet était présent dans le bar. Je lui fis un signe de tête et entrai à mon tour. C'était le jour de congé des musiciens. Le jukebox passait Pennies from Heaven. Il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Seule une demi-douzaine de couples étaient installés dans les box. Sweet Jones et ses putes étaient les seuls clients assis au bar. Il s'était mis au milieu. L'Oslo se léchait les pattes sous le tabouret de Sweet. Je m'assis au bar du côté de la porte face à lui et à son écurie. La jolie Mexicaine se tenait devant lui. Sweet offrait une tournée générale à tous les clients présents dans la boîte. La fille les servit, lui et ses putes, puis me jeta un coup d'œil. Elle se souvenait de ce que j'avais pris une première fois et vint m'apporter un planteur sponge, sur le compte de Sweet. La fille qui laissait le service en salle prit sur le comptoir un plateau chargé de verres offert par Sweet et alla servir les clients assis dans les box. Je restais là, assis à le contempler.
Il devait faire 1,95 m. Son visage avait l'aspect d'un masque d'acier noir. On n'y décelait pas le moindre tressaillement d'émotion. Les doigts joints, il ne cessait de frapper l'une contre l'autre les paumes de ses mains gigantesques, comme s'il broyait une gorge invisible. Même à bonne distance, ce mouvement me rendait nerveux. J'imagine qu'en voyant ça, ces putes n'étaient pas loin de pisser dans leurs culottes. S'il avait souri, les filles seraient tombées raides mortes de saisissement. C'était sans aucun doute la preuve vivante qu'être Mac n'a rien d'un numéro de charme. Les putes allumaient sa cigarette et se relayaient pour lui faire boire son coca. C'était à qui serait la plus servile. Je me figeai soudain. L'une des filles lui murmurait quelque chose à l'oreille, et ses yeux gris d'extraterrestres enfoncés dans leurs orbites d'ébène se fixèrent sur moi. J'entendais le bruit sourd de ses mains, véritables massues de chair qui cognaient l'une contre l'autre. Dieu tout-puissant, maman chérie, j'espère que l'autre idiote n'a pas fait d'embrouille à cette fille, qu'elle n'a pas essayé de lui piquer du fric ou de l'embobiner. Mon Dieu, faites que cette pute ne signe pas mon arrêt de mort. Il détourna ses terribles yeux gris perle, et je le vis frapper le comptoir avec son verre. La Mexicaine se précipita vers lui parla. Elle hocha la tête et regarda dans ma direction. Mes Stetson posés sur la barre du tabouret s'entrechoquèrent comme les talons d'un danseur de flamenco. Le jukebox laissait échapper les lamentations de Billie Holiday, qui se plaignait de son homme si méchant et gentil à la fois. Je me demandais si je reverrais jamais la demi-portion, et sinon, combien de temps elle mettrait à se trouver quelqu'un d'autre pour lui botter le cul. Les couples assis dans les box regardaient avec de grands yeux le spectacle qui se déroulait dans l'arène. C'était un peu comme le Circus Maximus. Le chrétien condamné, moi en l'occurrence, affrontait le roi des animaux, lui, avec l'Oslo en prime. La Mexicaine s'approcha lentement. Lorsqu'elle s'arrêta devant moi, son visage était grave et tendu. On lisait la pitié dans ses yeux. Apparemment, elle était contre la peine capitale. Mr. Jones veut que vous alliez le voir pronto. Elle fit volte-face et s'éloigna. Je descendis de mon tabouret, les jambes flageolantes, et entrepris de parcourir les 1000 kilomètres qui me séparaient de Mr. Jones. Tout au long du chemin, je m'efforçais d'épousseter les 175 points de QI que j'avais dans le crâne. J'arrivai devant lui. L'Oslo grogna sous son tabouret en braquant sur moi ses yeux jaunes. Je détournai mon regard de celui du félin et fixai le sol. J'avais trop peur de lever la tête vers les yeux flamboyants de Sweet. J'en aurais chié dans mon froc. Il pivota sur son tabouret, le dos contre le bar. Je ne quittais pas des yeux le bout de ses chaussures vernies, pointues comme des aiguilles, qui tapotaient le sol. Chaque fois que j'entendais ces énormes paluches s'écraser l'une contre l'autre, je me sentais défaillir. Tu sais qui je suis, négro? Regarde-moi quand je te parle. Le téléscripteur que j'avais dans la tête débitait un message pour essayer de me tirer d'affaire. Il était écrit « Une seule solution face à ce cinglé. Conduis-toi comme un pauvre nègre du Mississippi. Imagine que c'est le chef d'une meute de blancs avides de te lyncher. Arrange-toi pour le calmer, mais attention, n'essaie pas de faire le malin, ne cesse pas de lui lécher le cul, joue les faillots jusqu'au bout. » Bien entendu, je sais qui vous êtes, monsieur Jones, répondis-je. Vous êtes le dieu noir du monde de la volupté. Il n'y a pas un seul nègre, à moins qu'il soit stupide et sourd, qui n'ait entendu retentir votre gloire et votre nom. La raison pour laquelle je ne vous regarde pas, c'est que je me souviens de cet imbécile dans la Bible, qui a voulu jeter un coup d'œil au mauvais moment. Les putes éclatèrent de rire. Miss Peaches, qui n'était pas très distinguée, laissa échapper un paix et découvrit ses dents en une sorte de rictus. Les chaussures vernies cessèrent de tapoter le sol. Avais-je réussi à lui vendre mon baratin? Il tendit la main, m'attrapa le menton, puis me releva la tête en la maintenant au creux de sa main gigantesque. Je contractai les muscles de mon ventre pour compenser le relâchement de mes intestins. Ces deux fentes grises au regard mortel faillirent me faire tomber dans les pommes. Lorsqu'il ouvrit la bouche, je vis pendant un bref instant des filaments de salive s'étirer comme une toile d'araignée entre ses lèvres grasses. « Dis-moi, petit nègre, qui es-tu et d'où viens-tu? On dirait que tu me ressembles un peu. J'ai peut-être couché avec ta mère, qui sait? » J'évitai le piège. « Mr. Jones, je ne suis personne et j'essaye d'être quelqu'un dans votre monde. Je suis né ici, dans votre ville. Il est possible que ma mère soit tombée amoureuse de vous. Quelle est la femme qui vous résisterait? Si j'étais une fille, je vous donnerais de l'argent pour avoir ma part. Ça te dirait une belle petite chatte blanche? Cette fille-là veut coucher avec toi, et je donne toujours à mes putes ce qu'elle demande. Tu veux la baiser pour 20 $? Dans ma tête, l'avertissement clignota. Fais gaffe, espèce d'idiot. Mr. Jones,
Je ne veux pas d'autre chatte que celle de mes propres putes. Je suis un Mac, Mr. Jones, comme vous. Tout ce que je veux, c'est le fric des filles qui travaillent pour moi. Mes principes m'interdisent de renverser les rôles. Mr. Jones, les parties de jambes en l'air, ce n'est pas mon rayon. Je veux devenir aussi grand que vous. Et je n'arriverai à rien si je ne respecte pas les règles du jeu. Vous êtes le plus grand Mac de la Terre. Vous êtes arrivé là en observant ces règles. Vous ne voudriez quand même pas qu'un pauvre idiot de Mac débutant comme moi gâche ses chances dès le départ. La blanche à côté de lui eut une moue de dépit. Elle demandait à Néron de pointer le pouce vers le bas. Mr. Jones, dit-elle, donne l'ordre à ce joli petit connard de baiser ta chérie. Tu ne laisses jamais personne te dire non. Maintenant que je sais qu'il se prend pour un Mac, ça m'excite comme une folle. Force-le, mon chéri, force-le. Montre-lui qui est le patron. Envoie-lui Miss Peach. Il repoussa la fille. Le boa constrictor qui m'enserrait la poitrine relâcha son étreinte. Le visage de Sweet se voila d'une expression de mépris, et je vis des têtes de mort apparaître dans ses yeux. Je respirai profondément. Espèce de petit merdeux de nègre. Toi, un Mac. Tu ne sais même pas comment ça s'écrit. Tu ne serais même pas digne d'être un bouton sur le cul d'un Mac. Je vais t'arracher la tête et l'écraser au plafond. Ne laisse plus jamais le mot Mac sortir de ta bouche en ma présence. Et maintenant fous le camp, gonzesse. Je devrais te coller ma pompe dans la gueule. Le félin se glissa entre les pieds du tabouret puis s'accroupit, prêt à bondir, en me regardant fixement. Je n'avais rien d'un David, et tant mieux. Ce connard dingue m'avait rendu furieux, mais je me contentais de sourire et de tirer de ma poche un billet de $5. Je le jetai sur le comptoir et me traînai dehors. Heureusement que je n'avais pas cherché à utiliser mon cran d'arrêt en guise de fronde contre le 38 Magnum que Goliath portait à la ceinture. Quand je sortis, la porte heurta violemment Preston au front. Il avait regardé toute la scène à travers les lamelles du store. Il se frotta la tête, l'air terrorisé. Je t'avais prévenu qu'il était cinglé, petit. Si tu continues comme ça, bientôt, ce sont les taupes qui t'apporteront ton courrier. Tu ferais bien de me donner l'adresse de ta mère, c'est plus sûr. Il faut que je sache où envoyer ton cadavre. Où vas-tu maintenant? Écoute, Preston, ce n'est pas moi qui ai cherché à lui parler, c'est lui qui m'a fait venir. Mais je ne suis pas psychiatre. Je ne sais pas quoi faire devant un dingue pareil. Je vais aller réfléchir dans ma bagnole. Il s'apprêtait à balbutier quelque chose, mais je le laissai là, et allais m'effondrer sur la banquette de la forme. La trouille m'avait fait transpirer, et je puais la sueur, mon pantalon était humide. Je vis la fille blanche qui brûlait de baiser avec moi ouvrir la porte du Roost. Sweet sortit du bar, suivi de ses putes qui trottaient sur ses talons. Il retourna vers la Duesenberg. Un grand type au teint foncé, les cheveux gominés et luisants, sorti d'une Cadillac rouge. C'était lui qui avait eu le cran de vider une bouteille de gin dans le gosier de la pute que Poison avait dérouillé. L'écurie de Sweet avait pris place dans la Duesenberg. Le type aux cheveux brillants parlait avec Sweet sur le trottoir. Il se donnait de grandes tapes dans le dos en ayant l'air d'une paire de vieux copains. Miss Peach, debout au pied de son maître, agitait la queue comme un fouet. Soudain, je sursautai si violemment que je faillis défoncer le toit. C'était Preston qui cognait à la vitre de la forme. Je déverrouillai la portière, et il se glissa à côté de moi, ses yeux exorbités fixés sur Sweet de l'autre côté de la rue. Haletant comme un maquereau échoué sur une plage, il poussa vers moi un 22 à canon court tout rouillé. Je le voyais trembler comme s'il s'était agi d'assassiner Franklin Roosevelt dans la seconde qui suivait. Tu le détestes, petit, hein? Tu le méprises jusqu'au fond de ses tripes. J'ai vu comment tu le regardais. Un salaud comme lui n'a pas le droit de vivre sur cette terre. Rends service au monde, petit. Prends ce flingue, glisse-toi jusqu'à lui pendant qu'il parle avec Glastop. Fous-lui le canon dans l'oreille et tire. Ensuite, tu te dépêches de faire sauter la cervelle de sa bestiole. C'est facile, petit. T'es capable de faire ça. Tous les nègres de ce pays vont t'adorer. C'est ta chance de devenir célèbre. Vas-y, fais-le maintenant. Tu n'auras plus jamais une aussi belle occasion. Les meurtres, c'est pas mon rayon, et j'ai pas envie que ça le devienne. Je ne veux pas répandre sa cervelle sur ce trottoir, ce serait du gâchis. Sa cervelle, je veux la faire fonctionner dans ma propre tête. Tu te fais vieux, Preston. T'arriverais même plus à faire un trou dans un pot de moutarde. Il s'est foutu de ta gueule 1000 fois pire que moi. Quand on veut gagner, faut pas commencer par perdre. Pourquoi ce serait pas toi, le héros? Vas-y, bousille-le. Prends ta mitraillette et fonce. Je t'aime bien, mais fous-moi la paix, d'accord? J'ai passé une soirée à la con, et j'ai besoin de me changer les idées. Qu'est-ce que tu crois, répliqua-t-il, que j'aurais pas le cran de le faire? Il m'a foutu en l'air, il m'a complètement détruit. Mais après tout, c'est un nègre comme les autres. C'est pas un ours et sa bestiole, c'est pas un tigre. J'y vais, et je les bute tous les deux. Le vieux Preston bondit hors de la voiture. Je le suivis des yeux. Sa jambe abîmée lui donnait une démarche chaloupée. Il avait l'air d'un de ces hardis conquérants du Spirit of 76
qu'on voit sur les affiches du 4 juillet. Je me demandais s'il avait avalé assez de gnôle pour avoir vraiment le courage d'étendre Sweet les bras en croix. À présent, Preston avait traversé la rue. Il n'était plus qu'à 5 ou 6 mètres de Sweet et de Glastop, l'homme aux cheveux brillants comme le verre. Il avait enfoncé la main dans la poche de son manteau, le flingue prêt à servir. Preston se tenait droit, tendu. Sweet me tournait le dos. Il faisait face au trottoir. Le vieux cinglé va peut-être le faire. Il aurait des raisons, en tout cas. Sweet lui a vraiment fait du mal. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de sang? Est-ce que Sweet va crever sur le coup, ou bien faire encore quelques pas, comme un poulet à la tête coupée? Est-ce que Miss Peach va sauter à la gorge de Preston? Si Preston le descend, il faudra que je me rabatte sur Poison pour apprendre le métier. C'est lui qui deviendra le Mac numéro 1 à ce moment-là. Peut-être que je pourrais récupérer 1 ou 2 filles de Sweet. Je me verrais bien dans la Duesenberg. Ce serait fantastique pour un jeune Mac. Preston arriva à la hauteur de Sweet. Il avait ralenti le pas. Je le vis sortir à moitié la main de sa poche. Il passa à côté de Sweet, puis s'arrêta à 1 mètre de lui. Il allait vraiment le faire. Il amorça un mouvement pour le prendre de côté. À cet instant, Sweet tourna sa tête de bison et baissa les yeux vers Preston. Miss Peach se raidit. Je vis alors s'ouvrir la bouche édentée de Preston. Elle formait comme un trou noir dans son visage jaunâtre. Ce connard avait la trouille. Les horribles yeux gris et le félin tacheté l'avaient paralysé. Il sourit à Sweet et sortit la main de sa poche, elle était vide. Si Sweet n'avait pas tourné ses projecteurs vers lui, Preston aurait peut-être été jusqu'au bout. Le vieux baissa sa tête chauve et prit la direction du tripot en courbant les épaules. Je voyais s'éloigner son dos avachi. Le vieux Preston avait manqué son unique chance de connaître la gloire. Je restais dans la Ford à observer Sweet en cherchant un moyen de renouer le contact avec lui. La situation semblait désespérée. Sweet finit par prendre place à l'arrière de sa Duesenberg. L'Oslo sauta sur ses genoux. L'une des putes blanches était au volant. La voiture s'éloigna dans un rugissement de moteur. Je vis Glastop tapoter sa coiffure luisante tandis qu'il entrait au Roost. Ce type aux cheveux gominés avec sa tête de jolie pute pourrait peut-être me servir d'intermédiaire pour remettre le grappin sur Sweet. Je repris mon poudrier pour rafraîchir mon maquillage, puis sortis de la Ford et retournai au Roost. La boîte commençait à se remplir, j'avais de la chance, il y avait un tabouret libre au milieu du bar. Le beau mec était assis juste à côté. Au souvenir des 4 $ de pourboire que je lui avais laissés, Miss Tamal répliqua dardard, tout en sirotant mon planteur sponge. Je tapotais mes Stetson contre les pieds du tabouret. Le Flying Home de Lionel Hampton mettait de l'ambiance dans la boîte. Un groupe de blanches qui avaient l'air de revenir d'une réunion parents-prof occupait le box derrière moi, répandant leur parfum en un mélange de senteurs érotiques. Je les regardais se trémousser en me disant qu'elles devaient être écrivains. Elles menaient sans doute une recherche urgente sur les mœurs sexuelles du mâle noir. Je ne perdis pas de temps, j'avais peur que le beau mec s'en aille. Je cessais d'observer dans le miroir les femelles surexcitées et me tournai vers lui en effleurant sa manche. Il n'avait certainement pas la conscience tranquille. Je lui fis un bond d'au moins 10 centimètres sur son tabouret. On aurait dit que je lui avais piqué les fesses avec un tisonnier chauffé au rouge. Il tourna vers moi un visage en état de choc. Ses yeux grands ouverts aux longs cils soyeux étaient en alerte. Il avait à peu près l'expression d'une bonne sœur surprise, nue, dans la chambre d'un prêtre, par la mère supérieure. Excuse-moi, vieux. Je n'avais pas vu que tu étais perdu dans tes pensées. Désolé d'avoir été maladroit. Je m'appelle Youngblood. Je suis un ami de Preston. C'est toi, le célèbre Glastop? Ce sera un grand honneur pour moi de te payer un verre. Exact, man, c'est moi, Glastop, dit-il en caressant sa chevelure brillante. Qu'est-ce que tu me veux? Vous autres les jeunes, vous manquez vraiment de finesse. Ça m'énerve qu'on m'aborde comme ça. Quand quelqu'un me touche, j'aime bien voir le type qui fait ça. Et être sûr que ça me plaise, d'accord? Je ne suis pas en rogne. Simplement, je vois que t'es un peu jeune et que t'aurais besoin d'apprendre les bonnes manières. Ça te donnerait un peu de classe. Je ne bois pas d'alcool, mais tu peux me payer un coca si tu veux, avec beaucoup de sucre. La Mexicaine versa une cuillerée de sucre dans un verre et lui apporta son coca. Il le remua avec une paille et leva son verre pour le boire. Je remarquai alors sur sa main des traces noires pas très jolies, le long de ses veines. C'était sûrement un junkie. Il pourrait m'indiquer comment me procurer de la cocaïne et sans doute aussi de l'herbe pour la demi-portion. Il était également copain avec Sweet. C'était l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Alors comme ça, t'es un copain de Preston, dit-il. C'est quoi ton business? Des tiroirs-caisses ou des cambriolages, peut-être? Je connais Preston depuis que je suis môme. Je lui cirais les godasses du temps où il avait des filles sur le trottoir. Je ne fais pas les tiroirs-caisses ni les cambriolages. Je suis Mac. Toi aussi, j'imagine. Je t'ai vu discuter avec le plus grand des Macs. Toi, un Mac? Je n'ai jamais entendu parler de toi. Où est-ce que t'étais Mac? En Sibérie?
En tout cas, ce n'est pas Sweet le plus grand, c'est moi. Les Macs, c'est comme les voitures, les plus connues ne sont pas forcément les meilleures. Disons que moi, je suis une Duesenberg et que Sweet, c'est une Ford. J'ai la qualité et la beauté. Lui, il a la publicité et la chance. Sweet a 10 putes, moi j'en ai 5. Ici, les filles ne se sont pas encore rendues compte de la classe que j'ai. Quand elles s'en apercevront, il faudra que je les repousse à coups de batte de baseball. Et toi, tu as combien de filles? Une seule pour l'instant. Je viens juste de sortir de tôle. Mais dans un an, moi aussi, j'en aurai 10. On entendra parler de moi dans cette ville. Je me disais que je ferais bien de rencontrer un Mac de la classe de Sweet. Je ne suis pas assez bête pour penser que je sais déjà tout. J'ai 1000 choses à apprendre sur le métier. J'ai aussi besoin d'un contact pour me procurer de la poudre et de l'herbe. Je suis comme un môme dans le noir qui attend que quelqu'un avec un peu de cervelle l'aide à trouver de la lumière. Attends-moi, Blood. Je viens de me souvenir que j'ai oublié de fermer ma Cadillac à clé. Je reviens tout de suite. Je le suivis des yeux dans le miroir. En sortant, il tourna à gauche en direction du tripot. Je savais qu'il allait voir Preston pour vérifier ce que j'avais dit. Lorsqu'il était allé vers la porte, les filles derrière moi l'avaient suivi des yeux, la langue pendante. On aurait dit qu'elles avaient vu Cary Grant en personne. Le jukebox diffusait un disque de blues. Un type chantait Going down slow, don't send me no doctor. Doctor sure can do no good. Please write my mother. Tell her the shape I'm in. I'm gonna down slow. Je me souvenais que c'était le disque préféré de mon père. Il le passait sans cesse sur son luxueux gramophone. Je me souvenais de son visage défait sur le seuil de sa porte, quand il s'était aperçu qu'on lui avait volé avec tout le reste. Je me demandais s'il était toujours vivant, et toujours à Chicago. Si je le rencontrais après toutes ces années, je ne saurais certainement pas quoi lui dire. Je vis les blanches allonger le cou en direction de la porte. Je tournais mon regard vers la gauche du miroir. Glass-Top était de retour. Les poules caquetaient fermes lorsqu'il revint s'asseoir à côté de moi. T'as pas peur que ces filles te violent? Tu parles, répondit-il. Tu pourrais bien les déshabiller et les passer à la fouille, tu ne trouverais pas un billet de 100 $ sur elles. Ce sont des maîtresses de maison bien sages, mais elles en ont marre d'être mal baisées chez elles, alors elles essayent de voler leur jeunesse à des jeunes nègres un peu cons. Elles en savent suffisamment les unes sur les autres pour qu'aucune d'elles n'ait l'idée de vendre la mèche. Aucune chance que leur mari s'aperçoive de quoi que ce soit. Et si un blanc qui les connaît se pointe dans la boîte et les voit, elles diront simplement qu'elles se sont fait une sortie entre filles pour voir un peu comment ça se passe dans les quartiers chauds. Elles forment une espèce de club secret du sexe. Top, je suis crevé, dis-je. Ça me ferait bien une ligne. Tu peux me dire où en acheter? Blood, mon garçon, je trouve que tu es un type sympathique et je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Tu peux faire affaire avec moi. J'ai la meilleure cam qu'on puisse trouver dans cette ville. Coke et héros. Même mon herbe, c'est de la dynamite. Je t'aime bien, Blood. T'as quelque chose dans le ventre. Combien t'en veux? C'est quoi le prix de la coke? 5 $ pour une capsule, 100 pour 2 grammes, 1000 pour 30 grammes. J'ai une piole tranquille pas loin d'ici. Là-bas, tu pourras faire un tour sur la lune, mon petit Mac en herbe. Allons-y, Top. Si ta coke est vraiment bonne, j'en prendrai bien pour 100 $. Je jetai un billet de 5 $ sur le comptoir. La Mexicaine découvrit ses incisives comme si j'étais son dentiste. Dans le box, les filles blanches ronronnaient en écoutant le baratin de 3 caves à la peau noire. Nous sortîmes du bar et Glass-Top m'emmena dans sa Cadillac. Mon pied se posa sur une bouteille. C'était le cadavre de la bouteille de gin qu'avait vidé la pute de poison. La Cadillac démarra comme une torpille rouge. La radio diffusait les accents sirupeux du Cottage for Sale de Billy Eckstine. Il faut que je me dépêche de m'acheter au moins une cad. La Duesenberg, ce sera pour l'année prochaine. Nom de Dieu, il doit être 1h30, j'aurais dû aller voir où en était la demi-portion. En tout cas, la chance a bien tourné pour moi. Ce type aux cheveux gominés, il va m'ouvrir la porte de chez Sweet. Il habitait un immeuble luxueux avec tous les accessoires. Des projecteurs multicolores éclairaient la façade et de fausses plantes vertes en caoutchouc décoraient le hall d'entrée. Un ascenseur débordant de chrome et de cuivre nous emmena au 2e étage où Glass-Top avait son appartement. Le palier était recouvert d'une épaisse moquette. Les murs et le plafond étaient fraîchement peints de noir et d'or étincelant. Une fille de rêve au type polynésien prit nos par-dessus et mon chapeau dans un petit vestibule aux murs recouverts de miroirs au cadre d'argent. Mes pieds s'enfoncèrent dans un tapis moelleux, couleur lavande. J'entendis une voix profonde qui sortait d'un meuble phonographe. Le ténor des Ink Spots chantait Whispering Grass à la perfection. Je suivis Top et la beauté au teint d'olive dans un living room qui avait la douceur d'un ventre maternel. Les fenêtres étaient masquées par de lourdes draperies d'un bleu lavande qui interdisaient au moindre rayon de lumière venu de l'extérieur, naturel ou artificiel, de violer l'intimité de la tanière. Je m'assis à côté de Top sur un long sofa gris. Un tissu lamé argent qui avait dû lui coûter une fortune formait un faux plafond.
La seule source lumineuse provenait d'une table basse en verre. Le projecteur qui y était dissimulé répandait dans un gargouillement d'eau une éclatante lumière bleu pâle. Une vingtaine de poissons tropicaux, rouges, jaunes et oranges, filaient comme des flèches colorées dans un aquarium aménagé à une quinzaine de centimètres sous le plateau de la table. Un système composé de 2 tuyaux qui s'enfonçaient dans l'épaisseur de la moquette permettait de renouveler en permanence l'eau de l'aquarium. La fille était presque nue. Elle se tenait devant nous, les jambes écartées, comme un groom d'hôtel attendant ses instructions. La lumière qui jaillissait de la table derrière elle soulignait sa silhouette en forme de bouteille de Coca-Cola, vêtue d'une robe courte transparente d'une couleur rouge-feu. Je voyais entre ses cuisses un cône de poils noirs de jais d'une dizaine de centimètres. Cette dimension supplémentaire donnait à sa chatte un attrait exceptionnel. Je détachai mes yeux d'entre ses jambes et regardai son visage. Elle avait le regard rêveur d'une Mona Lisa érotique. Apporte-nous quelques capsules de coke et d'héros et de quoi nous faire un fixe, dit Top. Ah, au fait, Blood, je te présente Radel. Lorsqu'elle passa devant moi, en roulant des hanches, je vis ses impressionnantes fesses rondes se trémousser sous mon nez. Dans un coin de la pièce, le grand phonographe blanc diffusait à plein volume une chanson récente. When your pipes get dry, then you know you're high. Everything is dandy. Your truck on down to the candy store, but you don't get no peppermint candy. Then you know your body's scent. You don't care if you don't pay the rent. Light a tea and let it be if you're a viper. Ce joli malfrat est un fameux Mac, pensai-je. Mais il est cinglé s'il croit qu'il va réussir à me faire prendre de l'héros. Je ne sais même pas si je vais accepter de me shooter à la coke. D'un autre côté, je ne veux pas avoir l'air d'un plouc. Tu ne racontais pas de conneries à propos de ta piole. C'est fabuleux ici. J'ai 5 chambres en tout. Ces putes grand style aiment bien le tape à l'œil. Dans cette ville, il faut en jeter pour réussir comme Mac. Mon vieux, avec cette coke que je vais te donner, tu vas rester ici un bon bout de temps, alors enlève tes fringues et mets-toi dans l'ambiance. La fille apporta le matériel, une cuillère et une douzaine de capsules blanches ou marron. Elle posa le tout sur la table basse et le fit glisser vers nous. Un jaillissement d'eau fraîche remua l'aquarium comme un raz-de-marée, provoquant la panique chez les poissons. La fille se pencha et délaça les chaussures de Top. Je tirai de ma poche un billet de $100, je l'avais pris dans la cachette de mon caleçon avant de quitter le Blue Heaven. Ce trip-là est pour moi, dit-il. C'est un échantillon, après tu achèteras ce que tu voudras. Nous nous déshabillâmes en ne gardant que nos caleçons. Le sien était en soie avec des rayures, le mien en coton blanc me donnait l'air d'un pecnou. La fille déposa nos vêtements de l'autre côté de la pièce sur les bras d'un gros fauteuil gris capitonné. Lorsqu'elle revint vers nous, je vis qu'elle n'avait pas pris mon fric. Elle resta debout près de moi. La sonnerie du téléphone posé à côté de Top retentit alors. Il décrocha. Ici le palais de la joie, que puis-je faire pour vous? Ah, Angelo. Oui, elle est là. Non, non, elle ne dort pas. Elle arrive tout de suite. Il raccrocha et dit à la fille, Poupée, tu mets ton manteau et tu files voir le concierge du Franklin Arms. Dimples et les autres filles ont trop de boulot. Prends la clé et la cade et grouille-toi d'aller là-bas. 3 minutes plus tard, elle s'était éclipsée. Elle avait hâte de rapporter du fric à son homme. Les mistons du Franklin allaient avoir la bite en fête. Il faudra que je dise à la demi-portion de s'arranger la chatte comme cette fille. Elle est bien cette pétasse, dit Top. Je l'ai trouvée à Hawaï l'année dernière. Il y a 20 000 connards blancs qui sont arrivés en ville pour un congrès. Ils ont tous un billet de $20 dans une main et la queue dans l'autre. Ça fait 36 heures que Radel n'a pas pu dormir. Mes 4 autres putes travaillent au Franklin depuis ce matin de bonne heure. En 3 jours, je vais me faire au moins $5 000. Même avec les 30% que me prend Angelo. Ça ne me coûte que $100 par jour en pot de vin pour que les flics foutent la paix aux filles. Il alla enlever les ceintures de nos pantalons et me serra la mienne autour du bras, juste au-dessus du coude, pour faire un garrot. Écoute, Top, je suis pas un cave, mais je ne veux pas me shooter à l'héros. La coke, c'est d'accord, j'ai très envie d'essayer. Tu sais, petit, dans l'ordre alphabétique, H vient après C. Et c'est pas moi qui vais t'obliger à précipiter les choses. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas de plus grande sensation que l'héros. Mais si tu préfères y aller doucement, c'est ton droit. L'héros, c'est ce qui permet à un Mac d'avoir la tête froide. Il vida une capsule de coke dans la cuillère et plongea l'extrémité d'un compte-gouttes dans l'aquarium. Il pressa le caoutchouc, remplit le compte-gouttes, puis le vida dans la cuillère. Il alluma un briquet de table, tint la cuillère au-dessus de la petite flamme jaune et prit dans un cendrier un minuscule bout de coton qu'il laissa tomber dans la cuillère. Puis il enroula un petit morceau de cellophane autour de l'extrémité du compte-gouttes et y ajusta une aiguille creuse. Il en plongea la pointe dans le coton et remplit le compte-gouttes. Je sentais mon sang battre contre la ceinture qui me serrait le bras. Mes veines s'étaient gonflées comme des ballons au creux de mon coude. Je sentis l'odeur forte, écœurante de la cocaïne.
Les paumes de mes mains transpiraient. Top tenait l'aiguille de la main droite. De sa main gauche, il me saisit l'avant-bras. Je détournai la tête, fermai les yeux, et me mordis la lèvre dans l'attente de la piqûre. Dis donc, t'as des veines superbes. J'eus un frisson lorsque l'aiguille me perça la peau. Je rouvris les yeux et regardai. Mon sang était remonté dans le tube de verre. Top pressait le caoutchouc du compte-gouttes. Je vis le liquide teinté de sang pénétrer en moi. J'eus l'impression qu'une tonne de nitroglycérine m'explosait dans le corps. Mon cœur se mit à battre la chamade. Je le sentais me remonter dans la gorge. C'était comme si j'avais eu 1 million de bites qui bandaient par tous les pores de ma peau, de la tête aux pieds, et qu'elles allaient toutes éjaculer en même temps dans un orgasme à me ravager les neurones. Je tremblais comme un condamné à mort qui reçoit la première décharge sur la chaise électrique. J'essayais d'ouvrir la bouche, mais c'était impossible. Elle était sèche comme du talc. J'étais paralysé. Je sentis une boule brûlante de vomi surmonter de mes tripes convulsées. Je vis un jet verdâtre et puant décrire un arc en jaillissant de ma bouche, puis retomber dans la gueule obscure de la corbeille à papier. Les mains manucurées de Top tenaient la corbeille contre moi. Je sentais la froideur du métal sur ma poitrine. T'en fais pas, petit. Dans un instant, ça ira très bien. Je ne te racontais pas de salade quand je t'ai dit que j'avais la meilleure cam de la ville. Je ne pouvais toujours pas parler. J'avais l'impression d'avoir le crâne défoncé. C'était comme si j'avais explosé et qu'il ne soit plus resté que mes yeux. Puis des picotements d'extase commencèrent à m'envahir comme des pieds minuscules qui dansaient sur toute la surface de mon corps. J'entendis sonner des carillons qui répandaient dans ma tête une douce mélodie. Je regardais mes mains et mes cuisses. Un plaisir intense me traversa comme un éclair. Ces mains, ces cuisses, c'étaient les plus belles qui existaient dans tout l'univers. Je sentis monter en moi la puissance d'un surhomme. Ça ne fait aucun doute. Un type aussi beau et intelligent que moi ne peut que devenir le plus grand mac de l'histoire. Quelle belle fille pourrait me résister? Je me tournai vers le tocard assis à côté de moi. T'as entendu ces cloches? C'est quelque chose, ça, hein, petit? Je les ai entendues, elles sonnaient fort et clair. J'aimerais bien voir la fille capable de me dire non. T'avais raison, c'est fabuleux, un fixe de coke. À partir de maintenant, je ne la snifferai plus que quand je serai dehors entre deux shoots. T'as tout compris, Blood. Et désormais, tu sais où trouver la meilleure. Plus tu m'en prendras, moins ça te coûtera cher. Je t'aime bien, Blood. On va être copains tous les deux. Il eut du mal à se faire son fixe. Il n'avait que 32 ans, mais la plupart de ses veines étaient déjà dans un sale état. Il finit par en trouver une au creux de sa cuisse droite. Il garda l'aiguille enfoncée, s'injecta les roues en pompant longuement, puis la retira. Pourquoi tu te tripotes comme ça? T'es pas au courant? C'est ça qui est bon. Quand je me l'envoie par giclée, l'héros me fait un effet fantastique. Je perdis toute notion du temps tandis que nous restions assis là sur le sofa à nous défoncer. Après la deuxième capsule, je me fis mes shoots moi-même, mais je ne retrouvais pas une sensation de bien-être aussi intense que la première fois. Top planait dans un état second. Il y avait encore 3 capsules d'héros sur la table, mais plus de coke. Je m'étais fait 5 shoots. Je regardais ma montre, il était 5 heures du matin. Je me levai pour me rhabiller. Mon cœur battait à toute pompe et j'avais la poitrine glacée. Top, faut que j'y aille. Je vais te prendre 2 grammes de coke et une boîte d'herbe. Tiens, voilà 120 $. Il se leva du sofa, prit le fric, puis s'éloigna vers une des chambres de l'appartement. Il revint et me donna une boîte à tabac métallique fermée par du papier collant. Je t'ai mis 2 pilules de tranquillisant pour t'aider à atterrir et à dormir un peu. Où est-ce que tu habites? Faut pas que tu rentres à pied avec ce paquet de cam, je t'appelle un taxi. Merci Top, c'est pas la peine. J'habite au Blue Haven et j'ai ma bagnole garée en face du Loust. Je vais aller la prendre, l'air frais me réveillera. Je me tenais debout devant la porte qui menait au vestibule. Top se préparait à un nouveau shoot d'héros. C'est le moment de lui servir un baratin pour essayer de renouer le contact avec Sweet. Faut que je m'y prenne habilement, ce mec-là est jaloux de Sweet. Top, j'étais en train de penser que tu es beaucoup plus cool que ton copain Sweet, beaucoup plus raisonnable. Sa main s'immobilisa. Ses yeux posèrent la question qui lui brûlait les lèvres avant qu'il ait eu le temps de l'articuler. Je savais que Preston ne lui avait pas parlé de ce qui s'était passé entre Sweet et moi. Je devinais qu'après s'être dégonflé comme il l'avait fait, Preston avait préféré chasser Sweet de ses pensées. Tu connais Sweet personnellement? Je l'ai rencontré hier soir au Loust. Sa grande pute blonde voulait que je la baise. Sweet m'a offert 20 $ pour ça, mais je m'en suis tenu à la règle des Macs et j'ai refusé. Ça l'a foutu en rogne et il m'a obligé à foutre le camp, en me disant qu'il allait m'arracher la tête et l'écraser au plafond. Je pense qu'il aurait été capable de le faire. Maintenant, j'imagine que j'ai raté mes chances de pouvoir le fréquenter. Je ne vois pas qui aurait suffisamment de poids dans cette ville pour arranger mon coup et me remettre dans son circuit. Même toi qui es plus malin que les autres, je comprendrais très bien que tu ne puisses rien faire. C'est un type compliqué. Et finalement, je n'ai plus tellement besoin de le rencontrer puisque je t'ai rencontré toi. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas avoir un tel dingue comme ennemi. Alors si tu me dis que c'est trop difficile pour toi,
J'essaierai simplement de tenter ma chance en m'arrangeant pour ne pas me trouver sur son chemin. Je t'aime bien, Top, et je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose à cause de moi. Top goba mon baratin tout cru. Il rejeta en arrière sa tête aux traits efféminés et roula au pied du sofa. Il se tenait le ventre en hurlant de rire comme si je venais de lui raconter la blague la plus drôle qu'on ait jamais entendue. Lorsqu'enfin il cessa de rire, il eut du mal à reprendre son souffle, il se caressa les cheveux. Sweet n'est absolument pas dangereux, espèce d'idiot. Il n'a jamais tué grand-chose à part quelques nègres au teint clair. En 20 ans, il en a descendu 4. Depuis 2 ans, il n'a plus buté personne. Tout ça, c'est du bluff à 90%. Il ne tue personne, à moins qu'on dise des conneries sur lui ou qu'on lui malmène ses putes. Ce qui est sûr, c'est qu'il déteste les blancs. Il est impitoyable avec ses putes blanches. Quand il leur fout son pied aux fesses, c'est le cul des blancs qu'il botte. Il dit qu'il leur fait payer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils continuent de faire au noir. La haine lui ronge la cervelle. S'il te revoyait, il ne se souviendrait probablement pas de toi. C'est pas parce que tu as refusé de baiser la fille qu'il était en rogne. Il voulait simplement jouer les durs aux yeux de sa pute. Il arrive à faire croire à ses filles qu'il est Dieu en personne. N'importe quel cave du Delaware sait bien que Dieu ne va pas te passer la main dans le dos si tu lui refuses quelque chose, pauvre idiot. Alors voilà ce que je te propose. Je dois lui fournir de la cam le week-end prochain. Je te passerai un coup de gros lot pour te dire à quel moment exactement. Avant d'y aller, je viendrai te prendre et je t'emmènerai chez lui. Tu sais, ce n'est rien de plus qu'un affreux gros nègre avec une grande gueule. J'ai la chambre 420 au Blue Haven, sous le nom de Lancaster, dis-je. Top, ne fais pas attention si je suis un peu con. Comme je te l'ai dit, je ne suis qu'un môme perdu dans l'obscurité et qui a besoin d'un peu de cervelle pour l'éclairer. Je te remercie pour ton aide. À plus tard, vieux. Pas de quoi, petit. Garde la cam à la main pour pouvoir l'acheter par terre en cas d'urgence. Tu pourras te procurer une aiguille dans n'importe quel drugstore. Tu n'as qu'à demander de l'insuline en même temps. Je sortis dans le vestibule et me repassai un peu de poudre sur le visage devant le miroir au cadre d'argent. Puis je descendis au rez-de-chaussée par l'ascenseur. La lumière blanche du matin me fit vaciller. Je vis la Cadillac rouge de glace Top se ranger le long du trottoir. Ces 5 putes revenaient des mines de sel du Franklin Arms. Ces 5 filles doivent ramasser dans les $2000 pour une nuit de travail, pensais-je en allant rejoindre la Ford. Après tout, ça pourrait être moi qui habiterais cette super piole là-haut, la main tendue pour recevoir tous ces billets verts. Les gens de la nuit avaient quitté la rue. Des troupeaux de caves partis bosser s'agglutinaient aux arrêts des tramways. Je montais dans la Ford et fis demi-tour en direction du Blue Haven. Je m'arrêtais dans le parking d'un drugstore ouvert la nuit. J'achetais une paire de jumelles à $20, puis j'allais au rayon pharmacie prendre des aiguilles, des comptes-gouttes et de l'insuline. 5 minutes plus tard, j'étais de retour au Haven après avoir garé la Ford dans la rue. En jetant un coup d'œil vers la fenêtre de la piole, je vis les rideaux bouger. J'aperçus en un éclair la tête de la demi-portion qui fit un pas en arrière. Je traversai le hall et pris l'ascenseur. Après avoir passé la nuit dans l'appartement de Top, l'endroit paraissait vraiment minable. Si la demi-portion devient chiante et me cuisine pour savoir où j'étais, je lui fourre mon pied dans le cul jusqu'à la gorge. Je sortis de l'ascenseur et suivis le couloir jusqu'au numéro 420. J'ôtai le papier collant qui maintenait fermée la boîte à tabac et j'enlevai la coke. Elle était enveloppée dans du papier aluminium à l'intérieur d'un ballon rouge. Je la glissai dans une poche, puis je pris une pilule jaune de tranquillisant que Top avait mise au milieu des feuilles de marijuana et l'avalai sans eau. Je frappai à la porte et attendis une bonne minute. Je frappai à nouveau avec plus de force. La demi-portion vint enfin m'ouvrir. Elle s'étirait et se frottait les yeux, en essayant de me faire croire que je l'avais tirée d'un sommeil profond. Elle sauta dans le lit en me tournant le dos et remonta les couvertures jusqu'aux oreilles. Je posai la boîte de marijuana sur la commode. Je vis une petite liasse de billets, je les comptai. Il n'y avait que $40. J'allais voir dans le placard s'il y avait du fric dans mes Stetson. Vide. Je fourrai les jumelles, la coke et le matériel que j'avais acheté dans la poche d'un manteau. Près de la fenêtre, le filet de fumée d'une cigarette s'élevait en spirale derrière la réplique du baiser de Rodin. Qu'est-ce qui t'est arrivé, pétasse? Tu t'es cassé la jambe ou bien t'as arrêté de bosser juste après mon départ? C'est tout ce que tu ramènes cette nuit? Tourne-toi que je vois un peu ta petite gueule de négresse. J'étais debout à côté du lit, la main droite posée sur le couvercle en plastique du tourne-disque. Du bout des doigts, je sentais la chaleur qui se dégageait du moteur à l'arrière de l'appareil. Je soulevai le couvercle. Les jérémiades de Billy Holiday sur cet homme si méchant étaient posées sur le plateau. La demi-portion se retourna lentement. Je la regardai en face. Elle plissa des yeux et gonfla les joues. Elle s'était bien foutue de moi avec sa copine Lady Day. Ces pétasses s'apprêtaient à me faire le coup de la maîtresse de maison outragée. Je ne serai donc jamais qu'une traînée pour toi. Appelle-moi Phyllis la pute ou Concon la demi-portion. Tu ne le croiras peut-être pas, mais je suis un être humain. Le fric que je t'ai rapporté ce soir, ce n'est déjà pas si mal. Je suis nouvelle dans le quartier, il faut que je trouve mes marques et que j'apprenne à mieux comprendre les michetons. La cocaïne me soufflait un bizarre glacé dans la tête. Écoute bien, pétasse.
Même quand ton cul merdeux sera mort et enterré, tu seras toujours une pute. Un de ces 4 matins, tu vas casser ta pipe, et je te tirerai ma révérence en t'appelant la demi-portion des cimetières. Je le sais bien, connasse, que tu es un être humain. Tu es un être humain tout noir qui se sert de poubelle à ces connards de blancs pour qu'ils puissent se vider les couilles. Espèce de sombre idiote. Je vais te foutre par la fenêtre si jamais tu ne te défonces pas le cul pour me rapporter du vrai fric. N'essaie pas de mieux comprendre la micheton, pétasse. Essaie plutôt de mieux comprendre ce que je te dis. Si tu n'arrêtes pas tes conneries, je t'arrache le cœur et je marche dessus. Et maintenant ferme ta gueule tant que je n'ai rien à te dire. Je commençais à me déshabiller. Elle resta immobile à me regarder. Ses yeux brillaient comme ceux d'un sorcier vaudou fou allié. Je me mis au lit et lui tournai le dos. Elle se rapprocha peu à peu. Elle me caressa la nuque. Je sentis la pointe brûlante du lézard dans mon cou. La croûte de sa blessure au sourcil m'effleura le bout de l'oreille. Je me poussai vers le bord du lit. Mon chéri, je suis désolé de t'avoir mis en colère, je t'aime. Pardonne-moi, s'il te plaît. Le sommier grinça lorsque je me dressai pour frapper comme un serpent à sonnette. Je coinçai mon talon droit contre le montant du lit, puis me relevai en prenant appui sur mon coude droit. Je repliai mon bras gauche, le poing contre ma joue droite, et lui envoyai un coup de coude fulgurant dans le nombril. Elle poussa un grognement, ramena ses jambes sur son ventre, puis les tendit à nouveau en claquant des dents comme si elle mourait de froid. Je sentais le tranquillisant tirer un lourd rideau noir à l'intérieur de mon crâne. Elle me demande si la demi-portion est capable de traîner 70 kilos jusqu'à la fenêtre, pensai-je, avant de sombrer dans le sommeil.